Imaginez la scène. Juin 1941. Des plaines infinies baignées par le soleil d'été. Une poussière ocre s'élève des chemins de terre. Et dans cette poussière, tel un fleuve d'acier inarrêtable, s'avance un groupement blindé allemand. Ce n'est pas une simple armée. C'est une machine à victoire, une mécanique parfaitement huilée par les campagnes de Pologne, de Belgique et surtout par la déroute spectaculaire de la France. Les soldats rient, ils saluent de la main les habitants qui les observent partager entre la peur et la curiosité depuis le seuil de leur maison. Sur le blindage des chars, des jeunes hommes bronzés pétris de confiance. Ils sont les maîtres de l'Europe. Leurs commandants consultent leurs cartes et n'y voient qu'une simple promenade de santé jusqu'à Moscou. Le renseignement est formel. Certes, les Russes ont des chars, mais lesquels? Des machines légères et obsolètes comme le T-26 ou des BT rapides, mais blindés comme du carton. Des copies de modèles occidentaux, assemblés par des mains malhabiles. Le tankiste allemand confortablement installé dans son Panzer III équipé d'optiques exceptionnelles et d'une radio fiable, se sent l'égal d'un chevalier en armure d'acier face à un paysan armé d'une Force. Son canon de 37 mm a brisé les chars français et polonais, comme de simples noix. Que pourrait-il bien craindre devant lui la gloire, les décorations et la promesse d'un retour à la maison pour Noël? L'air n'a pas l'odeur de la poudre, mais celle de l'euphorie. La victoire ne semble pas seulement possible, elle est une certitude, une affaire de quelques semaines. Ils ignorent que dans les profondeurs de ce pays immense et incompréhensible, quelque chose les attend qui fera s'étrangler leur rire dans leur gorge. Quelque chose qui va bouleverser toute leur certitude sur la guerre des blindés. Quelque chose de brut, de simple et d'incroyablement mortel sortait déjà des chaînes de montage et s'avançait à leur rencontre. Dans les quartiers généraux du groupe d'armée centre, on lisait les rapports du renseignement en bâillant presque. Tout concordait. L'Union soviétique se colosse au pied d'argile. Son armée est immense mais inepte. Son matériel est nombreux mais primitif. Une attention particulière était portée à son parc de blindés. Les analystes allemands, hommes méticuleux et habitués à la précision, classaient méthodiquement tout ce qu'ils savaient. Voyez plutôt, la base des forces blindées soviétiques, le T-26. Ce n'est au fond qu'un Vickers britannique de 6 tonnes dont l'URSS a acheté la licence dans les années 30. Blindage mince, canon faible, tout juste bon pour l'appui infanterie, mais une cible facile pour un Panzer. Et quoi d'autre, les chars de la série BT pour Bystrokodny Tank, chars rapides. Oui, rapide il l'était, c'est indéniable. Mais à quel prix? Au prix d'un blindage quasi inexistant. On les surnommait les chars d'autoroute car sur une bonne route, ils filaient à une vitesse incroyable. Mais dans un champ dans la boue, ils étaient désemparés. Et là encore, leur canon de 45 mm ne représentait aucune menace sérieuse pour le blindage frontal des chars moyens allemands. Il y avait aussi ces monstres lourds, les 35 à 5 tourelles. Ils avaient une allure redoutable telle des cuirassés terrestres, mais en réalité ils étaient lents, pâteaux et constamment en panne. Une cible idéale pour les bombardiers en piqué Stuka. Tout cela dessinait une vision du monde confortable et rassurante. Les Russes peuvent submerger par le nombre, jamais par la qualité. Le soldat allemand est un professionnel, le soviétique, un moujik mal entraîné. Le char allemand est une œuvre d'art d'ingénierie, le soviétique un assemblage grossier. Des généraux comme Guderian et von Kleist bâtissaient leurs plans sur ces données. Ils avaient créé la tactique du Blitzkrieg, la guerre, éclair fondé sur de profondes percées de coins blindés. Cette tactique avait fonctionné à la perfection en Europe, et il n'y avait aucune raison de douter qu'elle fonctionnerait ici. Ils ne pouvaient simplement pas imaginer que quelque part dans les bureaux d'études secrets de Kharkov et de Leningrad, des ingénieurs qu'ils considéraient comme des incapables avaient déjà créé la réponse à toute leur finesse tactique. Et cette réponse était d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Le renseignement allemand venait de commettre l'un des plus grands fiascos de l'histoire. Il avait vu la partie émergée de l'iceberg, mais avait totalement manqué sa partie immergée glaciale et mortelle. Transportons-nous maintenant quelques années en arrière, en 1937. Le lieu, l'Union soviétique, l'usine de locomotives de Kharkov. L'atmosphère ici est radicalement différente. Aucune euphorie. À sa place, un travail intense, presque fébrile, et une peur constante. Le pays vivait sous le joug des purges staliniennes. La moindre erreur, le moindre retard, pouvait coûter à un ingénieur non pas sa carrière, mais sa vie. C'est dans ce climat qu'un groupe d'ingénieurs, dirigé par Mikhail Kochkin, reçut une mission d'importance capitale, créer un char de nouvelle génération. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait qu'il fallait oublier tout ce qu'ils avaient fait auparavant. L'expérience de la guerre civile espagnole,
où les chars soviétiques T-26 avaient affronté des machines allemandes et italiennes, avait révélé une dure vérité. Les chars existants n'étaient pas aptes pour la guerre à venir. Leur blindage était trop mince, perforé même par des canons de petit calibre. Leur moteur à essence s'enflammait facilement, transformant le char en un cercueil de feu pour son équipage. Kochkine et son équipe devaient accomplir un miracle, et ils partirent d'une feuille blanche. L'idée maîtresse qui devint la pierre angulaire du nouveau projet fut le concept du blindage incliné, une solution d'une simplicité géniale. Si une plaque d'acier n'est pas positionnée verticalement mais en angle, l'obus ennemi qui la frappe a beaucoup plus de chances de ricocher, de partir sur le côté. Et même s'il ne ricoche pas, il devra traverser une épaisseur de métal bien plus importante. Cela permettait pour une même masse d'obtenir une protection significativement supérieure. Le deuxième point crucial, le moteur. Kochkine insista pour utiliser un moteur diesel V2. C'était un diesel d'aviation puissant et surtout fonctionnant au gazole, un carburant bien moins inflammable que l'essence. C'était une chance de survie pour l'équipage, même si le char était touché. Enfin, l'armement. Sur le nouveau char qui reçut l'indice A32 puis le nom légendaire de 34, on décida d'installer un puissant canon de 66 mm. Cette pièce pouvait aisément perforer le blindage de n'importe quel char existant dans le monde à cette époque. L'équipe de Kochkine travaillait jusqu'à l'épuisement. Les débats faisaient rage jour et nuit. Certains militaires exigeaient de renforcer le blindage, d'autres de conserver une vitesse élevée. Il fallait trouver l'équilibre parfait entre protection, puissance de feu et mobilité. Et ils le trouvèrent. Mais créer les plans et construire un prototype n'était que la moitié du chemin. Il fallait encore prouver à la plus haute direction du pays que leur machine était la meilleure, que c'était sur elle qu'il fallait miser. Et pour cela, Kochkine dut prendre une décision désespérée et risquée, qui lui coûta la vie mais offrit à son pays son principal symbole de victoire. Début du printemps 1940. La neige recouvre encore Kharkov. Des portes de l'usine, dans le plus grand secret, sortent deux étranges machines anguleuses. Ce sont les deux premiers prototypes du 34. Une épreuve incroyable les attend: parcourir 750 km par leurs propres moyens jusqu'à Moscou pour être présentés à une commission dirigée par Staline en personne. Cette périple sans précédent était menée par l'ingénieur en chef lui-même, Mikhaïl Kochkine. Pour lui, c'était une question de vie ou de mort au sens propre, comme au figuré. Si les chars ne tenaient pas la distance, s'ils échouaient aux essais, sa carrière et peut-être sa vie serait terminée. Mais s'il se montrait à la hauteur, le pays recevrait une arme capable de changer le cours de la guerre future. Ce n'était pas un simple test de fiabilité, c'était une course contre la montre. Le voyage se transforma en une véritable épopée. Il se déplaçait principalement de nuit sur des chemins de traverse pour ne pas attirer l'attention. La météo était exécrable. Tantôt le gel, tantôt le dégel, qui transformait les routes en une mer de boue, un enfer de gadoue qui n'était pas sans rappeler les champs de bataille de Verdun. Les chars encore verts non rodés tombaient constamment en panne. Les mécaniciens dormaient à peine quelques heures par nuit, réparant les avaries dans un froid glacial, les bras dans l'huile jusqu'au coude. Kochkine, lui-même, qui n'était plus un jeune homme, attrapa un mauvais rhume, mais refusa d'interrompre le périple. Il voyageait dans l'un des chars, supervisant tout personnellement. Lors d'un épisode en traversant une rivière gelée, l'un des chars manqua de passer à travers la glace. Il fallut plusieurs heures pour le sortir de ce mauvais pas, au risque de faire échouer toute la mission, mais ils continuèrent d'avancer obstinément. Ce périple démontra non seulement l'incroyable endurance des machines, mais aussi le caractère des hommes qui les avaient créées. Enfin, lorsqu'ils arrivèrent à Moscou épuisés, couverts de boue mais invaincus, et qu'ils firent la démonstration des chars sur la place Ivanovskaya du Kremlin, l'effet fut saisissant. Les machines franchissaient les obstacles avec aisance, affichant une vitesse et une manœuvrabilité impressionnantes. Staline fut impressionné. Il fit le tour d'un char, tapa sur son blindage et prononça une phrase simple. « Cette machine sera l'hirondelle de nos forces blindées. » Pour Kochkine, c'était la victoire. Le char fut accepté pour le service et les usines reçurent l'ordre de lancer la production en série. Mais l'ingénieur paya ce succès au prix fort. Le rhume contracté durant ce voyage glacial se transforma en pneumonie. À l'automne de la même année, Mikhaïl Kochkine s'éteignit. Il ne vit jamais son hirondelle se transformer en un redoutable oiseau d'acier semant la terreur chez l'ennemi, mais il avait accompli l'essentiel. Il avait donné à son pays un bouclier et une épée avec lesquels il allait devoir défendre son droit à l'existence.
Pendant ce temps, le renseignement allemand continuait d'envoyer à Berlin des rapports rassurants sur les chars soviétiques primitifs. Revenons en juin 1941 et examinons avec quoi l'armée allemande arriva sur le front de l'Est, ce que représentait sa principale force de frappe, la Panzerwaffe. C'était un système de combat rodé bien huilé et incroyablement efficace. Sa base reposait sur deux types de chars moyens, le Panzer III et le Panzer IV. Le Panzer III était pour ainsi dire le tueur de chars. Sa mission principale était de combattre les blindés ennemis. Les premiers modèles étaient armés d'un canon de 37 mm, mais en 1940, la plupart avaient été rééquipés d'un canon plus puissant de 50 mm. C'était une bonne pièce largement suffisante pour affronter la majorité des chars de l'époque. Le Panzer IV jouait le rôle de char d'appui. Son canon court de 75 mm n'était pas très efficace contre le blindage, mais il excellait pour tirer des obus explosifs détruisant nids de mitrailleuses positions d'artillerie et infanterie. Mais la force principale des troupes blindées allemandes ne résidait pas tant dans les machines elles-mêmes que dans la manière de les utiliser. Premièrement, chaque char allemand était équipé d'une radio. Cela peut sembler un détail, mais en réalité c'était un avantage révolutionnaire. Le commandant pouvait diriger son peloton, sa compagnie, son bataillon directement au cœur du combat de vive voix. Il pouvait réagir instantanément aux changements de situation, réassigner des cibles appelées du soutien. Les chars soviétiques, dans leur grande majorité, n'avaient pas de radio. Les commandants les dirigeaient à l'aide de fanions de signalisation comme au temps de la Première Guerre mondiale. Cela signifiait que les unités de chars soviétiques étaient sourdes et aveugles. Elles agissaient souvent de manière désordonnée et ne pouvaient coordonner leurs efforts. Deuxièmement, la formation des équipages. Le tankiste allemand était un professionnel qui avait suivi un entraînement long et minutieux. Chaque membre d'équipage, chef de char, tireur, chargeur, pilote, opérateur radio, connaissait sa tâche sur le bout des doigts. Ils agissaient comme un seul organisme. Le chef de char dans sa tourelle avait une excellente vision périphérique et ne se consacrait qu'au commandement. Le tireur uniquement au tir. Il disposait des meilleures optiques au monde de la firme Carl Zeiss, permettant un tir précis à longue distance. Troisièmement, la doctrine du Blitzkrieg, ou la tactique de l'interarme. Les chars allemands n'agissaient jamais seuls. Ils avançaient toujours en lien étroit avec l'infanterie motorisée, l'artillerie, et surtout l'aviation. Les bombardiers en piqué Ju-87 ou Stuka étaient leur artillerie volante déblayant la route pour les coins blindés. Ce système fonctionnait comme une horloge. Il avait anéanti la Pologne en un mois, la France en 6 semaines. Les tankistes allemands se considéraient à juste titre comme une élite. Ils étaient convaincus de leur supériorité technique, tactique et personnelle. Et c'est avec ce bagage de confiance, d'expérience et une foi quasi inébranlable en leur propre invincibilité qu'ils franchirent la frontière de l'Union soviétique le 22 juin 1941. Ils étaient préparés à tout sauf à une chose. Ils n'étaient pas préparés à rencontrer un char qui avait été conçu selon des règles complètement différentes, 22 juin 4 heures du matin. Sans déclaration de guerre, des milliers de canons allemands déversent un déluge de feu sur les postes frontières soviétiques. Dans le ciel, les moteurs des bombardiers de la Luftwaffe vrombissent. L'opération Barbarossa a commencé. Pour les troupes soviétiques, c'est le choc et le chaos. Les communications sont coupées, de nombreux commandants sont en permission. Sur les aérodromes, des centaines d'avions brûlent avant même d'avoir pu décoller. Les colonnes de Panzers balayant les faibles défenses s'enfoncent profondément en territoire soviétique. Et les premiers jours, voire les premières semaines, confirment entièrement les calculs d'avant-guerre du commandement allemand. Tout se déroule selon le plan. Les Panzergruppen, mordent dans la défense de l'armée rouge, contournent les points de résistance encerclant des armées entières dans de gigantesques chaudrons. Face à eux, les corps mécanisés soviétiques sont lancés dans la bataille. Et il apparaît immédiatement que les analystes allemands avaient raison sur bien des points. La base de ces corps était constituée de ces mêmes chars légers Twin-6 et BT. Dans les affrontements frontaux avec les Panzers, ils subissent des pertes effroyables. Leur mince blindage est transpercé par les obus allemands à n'importe quelle distance. Les tankistes soviétiques, souvent mal formés et sans expérience du combat, se lancent dans des attaques désespérées et suicidaires. Ils agissent sans liaison radio, sans soutien d'infanterie, et sous un ciel où la domination de l'aviation ennemie est absolue. Les tankistes allemands vétérans des campagnes européennes les abattent méthodiquement et froidement comme à l'entraînement. Le 37 tape sur le blindage comme un pivert sur un arbre.
C'est ainsi que les soldats allemands avaient surnommé leur canon anti-char standard le Pak-36. Et dans les premières semaines de la guerre, ce pivert semblait amplement suffisant. Les journaux de bord des soldats allemands de cette période sont remplis de récits sur la quantité énorme de matériel soviétique détruit ou abandonné. Les routes sont jonchées de chars et de camions calcinés. L'armée rouge semble sur le point de s'effondrer. Le sentiment de supériorité se renforce de jour en jour. Ils pourchassent les unités soviétiques en déroute, capturent des centaines de milliers de soldats. Tout fonctionne. La tactique du Blitzkrieg prouve une fois de plus son efficacité. Ils sont en marche vers la victoire. Mais au milieu de ce chaos, parmi les rapports faisant état de milliers de Twin 6 incendiés, des messages étranges et isolés commencent à parvenir aux états-majors. Des servants de pièces anti-chars et parfois des équipages de chars entiers signalent avoir rencontré un nouveau type de char soviétique inconnu. Un char qui se comporte anormalement. Les obus ricochent sur son blindage incliné, sans lui causer le moindre dommage. Il se déplace à une vitesse stupéfiante en terrain accidenté, et son canon transforme d'un seul coup un char allemand en un tas de ferrailles fumantes. Au début, on n'accorde que peu d'importance à ces rapports. On les considère comme des exagérations des signes de panique, une tentative de justifier ses propres échecs. Impossible, les Russes ne peuvent pas avoir une telle chose. Notre renseignement l'aurait su. Ce doit être un prototype isolé. Mais ces rapports se multiplient. Ils proviennent de différents secteurs du front, et tous traduisent le même sentiment, une stupéfaction mêlée d'horreur, le pressentiment que quelque chose ne tourne vraiment pas rond. Essayons de reconstituer l'une de ces premières rencontres. Imaginez la position d'un canon anti-char allemand Pak-36 quelque part près de la ville de Raseiniai en Lituanie, fin juin 1941. L'équipe des soldats expérimentés qui ont fait la campagne de France. Ils sont habitués à leur travail. Le chef de pièce, un certain sous-officier Hans, observe à la jumelle. Les voilà, les chars russes. Quelques BT légers foncent à travers le champ. Une scène familière. Feu, commande T. Quelques tirs et déjà un BT s'immobilise, une fumée noire s'en échappant. Un second tente de virer mais reçoit lui aussi un obus dans le flanc. Travail facile. Les soldats esquissent un sourire. Mais qu'est-ce que c'est? De la lisière de la forêt émerge une autre machine. Silhouette inconnue, trapu large avec un long canon. Et il ne fonce pas tête baissée, il se déplace avec une sorte d'assurance tranquille comme s'il se promenait. Cible nouveau char. Distance 600 mètres. Obus perforant feu. Crie Hans. Le pointeur ajuste la cible dans le réticule de sa lunette. Le coup part. L'obus de moins d'1 kilogramme file vers sa cible. Tout voit l'impact sur le blindage frontal du char. Une étincelle et puis... rien. Le char continue d'avancer comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que c'est que ce diable feu? Ordonne à nouveau Hans, avec une pointe d'anxiété dans la voix. Nouveau tir. Et encore le même effet, une gerbe d'étincelles, et l'obus est dévié comme une bille de plomb sur un mur. C'est à ce moment que l'équipe commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Leur fidèle et fiable canon qu'ils surnommaient affectueusement le marteau de porte est impuissant. La distance se réduit. 500 mètres. 400. Les artilleurs allemands tirent frénétiquement, mais leurs projectiles ne font que rebondir sur les plaques de blindage inclinées. C'est un mauvais rêve. Le char soviétique, sans même leur prêter attention, continue sa progression. Puis il tourne lentement sa tourelle. L'équipe est figée par la terreur. Ils voient pointer dans leur direction l'énorme bouche noire de son canon. Un éclair, une détonation. La terre explose à côté de leur position. Le tir suivant frappe le canon de plein fouet. L'explosion pulvérise le Pak-36, dispersant les restes de l'équipe à travers le champ. Pour les survivants, c'est un choc qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont affronté quelque chose pour lequel ils n'étaient absolument pas préparés. Ce n'était pas juste une arme, c'était la réfutation de toute leur philosophie de la guerre. Leur supériorité, leur technologie, la meilleure du monde, s'avérait être une fiction. Et cette peur née sur le champ de bataille auprès d'un petit canon de 37 mm commença à se propager comme un virus dans l'armée allemande. Les soldats rebaptisèrent leur canon le heurtoir de porte. On peut frapper certes, mais la porte reste désespérément close. Et très vite, cette peur reçut un nom 34. Maintenant, jetons un œil à l'intérieur d'un Panzer III allemand. Le même jour, l'équipage est composé de vétérans. Le chef de char, un Feldwebel, aguerri, mène sa compagnie avec assurance. La radio vient de signaler un groupe de chars soviétiques. La routine. Ils arrivent au sommet d'une colline et les aperçoivent. Quelques Twin 6 et parmi eux, un char à la silhouette inconnue.
Il a l'air grossier, moins élégant que leur Panzer. Wolfgang. Cible celui du centre. Distance 800. Feu, commande-t-il à son tireur. Wolfgang, un maître en la matière, ajuste calmement le réticule de sa lunette Zeiss sur la silhouette. Une pression douce sur la détente. Le coup part. L'obus perforant de 50 mm atteint précisément sa cible. Le commandant hoche la tête satisfait, mais sa satisfaction ne dure qu'une seconde. L'obus frappant la plaque de blindage frontale inclinée du 34 ricoche vers le haut et s'envole dans le ciel. Dans le char allemand, un silence perplexe. Non-pénétration. Répété. Visez plus bas. À la jonction de la caisse et de la tourelle, ordonne le commandant d'un ton plus sec. Nouveau tir. De nouveau des étincelles sur le blindage, et de nouveau aucun effet. Le char soviétique qui avançait tout droit commence à tourner sa tourelle dans leur direction. La tension monte dans le Panzer. C'est comme s'il tirait sur un mur de pierre. Distance 600. Feu, crie presque le commandant. Encore et encore leurs obus frappent la machine soviétique. En vain, ils voient un éclair à la bouche du canon du 34. Un instant plus tard, leur char est secoué par un choc terrible. L'intérieur est empli d'un fracas et d'un grincement de métal. Le blindage est percé. Dans le compartiment de combat, une odeur de métal chauffé à blanc et d'ozone. L'opérateur radio crie qu'il est blessé. En arrière, vite en arrière, commande le chef de char. Mais il est trop tard. Un autre éclair. Cette fois, l'impact touche la tourelle. L'obus soviétique de 76 mm déchire le blindage allemand comme du carton et fait détonner les munitions. Pour l'équipage du Panzer, tout est fini. Les survivants des autres chars de la compagnie observent avec horreur leurs camarades se transformer en une torche incandescente en une fraction de seconde. Pour la première fois, ils affrontaient un adversaire qui n'était pas seulement leur égal, mais qui leur était supérieur. Leur meilleur char se révélait sans défense. C'est la naissance de ce que l'on appellera plus tard la Panzerangst, la peur des chars de 1941. Les tankistes allemands habitués au rôle de chasseurs se retrouvent soudain dans celui de gibier. Ils commencent à éviter les affrontements directs, avec le T-34 tentant de le prendre de flanc ou par l'arrière là où son blindage est plus mince. Mais cela ne réussit pas toujours. Le 34 est rapide et maniable. Il peut les affronter d'égal à égal dans un combat de manœuvre. Dans leurs lettres, au pays, les soldats allemands écrivent de plus en plus souvent sur le char miracle des Russes. Ils ne comprennent pas d'où il sort. Ils maudissent leur service de renseignement. Ils exigent de leur commandement une arme capable de combattre cette nouvelle menace. Mais il n'y a pas de nouvelle arme, et ils doivent se battre avec ce qu'ils ont en comptant sur leur savoir-faire, leur supériorité tactique et la chance. Mais la chance est une chose capricieuse, et le T-34, une réalité implacablement fiable et mortelle. Et comment était-ce d'être à l'intérieur d'un 34? Si le char allemand était un poste de travail relativement confortable, et bien pensé, le 34 soviétique en était l'antithèse absolue. Imaginons l'équipage. Ivan, le chef de char, Stepan, le pilote, Nikolai, le tireur radio, et Vassili, le chargeur. Ils ont entre 18 et 20 ans. Beaucoup d'entre eux, la veille encore, étaient conducteurs de tracteurs ou ouvriers d'usine. Leur formation a été courte et bâclée. Ils ont à peine eu le temps d'apprendre les bases. À l'intérieur du char, c'est exigu, sombre et assourdissant. Le moteur diesel V2 rugit si fort qu'il est impossible de parler. Il faut crier à l'oreille ou utiliser l'interphone qui est souvent en panne. La visibilité depuis le char est exécrable. Le pilote a une fente de vision étroite, le chef de char un périscope primitif. Il ne voit que de petites parcelles du champ de bataille comme à travers le trou d'une serrure. Les tankistes allemands dans leur coupole de commandement avec vision à 360 degrés voient tout le champ de bataille comme sur une paume de main. Cela leur donne un avantage tactique énorme. Le principal problème des premiers 34 était leur tourelle biplace. Cela signifie que le chef de char devait faire le travail de 2 personnes. Il commandait l'équipage, cherchait les cibles et visait et tirait lui-même avec le canon. C'était une charge de travail surhumaine. Pendant qu'il visait un char allemand, un autre pouvait se glisser sur son flanc sans être repéré. La qualité d'assemblage des premiers chars laissait également à désirer. Le vent sifflait à travers les fentes et par temps de pluie, l'eau s'infiltrait à l'intérieur. La transmission était la véritable malédiction des pilotes. Pour changer de vitesse, il fallait une force et une dextérité hors du commun. Parfois, il fallait s'aider d'un marteau. Il n'est pas surprenant que de nombreux chars soient tombés en panne non pas à cause du feu ennemi mais à cause de défaillances mécaniques.
Et pourtant, malgré tous ses défauts, lorsque le combat commençait, l'équipage ressentait une chose, la confiance. Ils voyaient les obus allemands faire des étincelles sur leur blindage, entendaient leurs impacts sourds semblables à des jets de pierre, et cela leur donnait du courage. Ils savaient que leur machine pouvait endurer ce qui pour tout autre char aurait été fatal. Et puis leur tireur, qui était aussi le chef de char, attrapait la silhouette d'un Panzer dans son viseur. Un tir, et ils voyaient le char ennemi s'enflammer comme une boîte d'allumettes. À ces moments-là, tout l'inconfort, l'exiguïté et le rugissement du moteur passaient au second plan. Ils avaient une arme qui fonctionnait. Ils pouvaient gagner. Oui, ils n'avaient pas de radio et agissaient souvent à l'aveugle, sans savoir où se trouvaient leurs voisins. Oui, ils perdaient beaucoup de machines à cause d'erreurs tactiques de leur inexpérience des pannes. Mais chaque char allemand qu'ils détruisaient était la preuve qu'ils n'étaient pas de simples cibles vivantes. Ils étaient une force avec laquelle il faudrait désormais compter. Ces jeunes hommes, à l'intérieur de leur machine cliquetante, inconfortable mais redoutable, changeaient le cours de l'histoire sans même s'en rendre compte. Ils étaient le choc que la fameuse Wehrmacht allemande était en train de subir. Au début, les rapports paniqués venant du front sur d'invincibles chars russes furent accueillis avec scepticisme par les hauts états-majors de la Wehrmacht. Les généraux installés dans de confortables bus de commandement à des dizaines de kilomètres de la ligne de front avaient tendance à attribuer cela à l'exagération et à la nervosité des troupes. Un soldat a toujours tendance à exagérer la force de l'ennemi pour magnifier ses propres mérites ou justifier un échec. Voilà comment raisonnaient de nombreux officiers d'état-major. L'information était filtrée à mesure qu'elle remontait la hiérarchie. Le chef de compagnie, qui avait perdu plusieurs chars, faisait son rapport au chef de bataillon. Ce dernier, à son tour, rédigeait un rapport plus mesuré pour le commandant du régiment, et ainsi de suite. Tout en haut, au quartier général d'Hitler, ne parvenaient que des synthèses générales sur l'avancée rapide et les pertes colossales de l'ennemi. Les cas particuliers se noyaient simplement dans ce flot de communiqués victorieux. Il y avait aussi une barrière psychologique. Le commandement allemand était ivre de succès. Ils avaient écrasé toute l'Europe. Ils considéraient leur armée comme la meilleure du monde et leur matériel comme le summum de la perfection. Admettre que les Untermenschen, les sous-hommes comme les appelait la propagande nazie, aient pu créer un char supérieur au leur était tout simplement impensable. Cela détruisait toute leur vision du monde. Par conséquent, les premiers rapports furent simplement mis de côté. Cas isolés, prototypes expérimentaux, propagande ennemie, mais le front est le front. On ne peut ignorer la réalité éternellement. Les rapports devinrent de plus en plus insistants et provenaient non plus de simples soldats, mais de commandants de régiments et de divisions. Les rapports commencèrent à être accompagnés de photographies de chars allemands détruits avec des trous ronds et nets dans leur blindage frontal. Des rapports arrivèrent indiquant que les canons anti-chars standards étaient absolument inutiles, que les Panzer III ne pouvaient pas percer le T-34 de face, même à distance minimale. Il était désormais impossible de l'ignorer. Un murmure discret commença dans les états-majors. Les généraux de blindés, ceux qui étaient les plus proches des troupes, commencèrent à tirer la sonnette d'alarme. Ils comprenaient qu'ils étaient confrontés à un problème systémique. Si les Russes avaient beaucoup de ces chars, alors tout le concept du Blitzkrieg basé sur la supériorité qualitative du matériel blindé allemand était menacé. L'information commença à fuiter jusqu'au plus haut niveau. Mais même alors, beaucoup préféraient croire ce qu'ils voulaient croire. Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, en entendant parler du nouveau char soviétique, déclara avec suffisance « Mes Stukas viendront à bout de n'importe quel char ». Et en effet, vu du ciel, 34 étaient vulnérables comme toute autre machine. Mais les Stukas ne pouvaient pas être partout tout le temps, alors que les 34, eux, étaient déjà sur le terrain. Le basculement dans la conscience du commandement allemand ne se fit pas immédiatement. Il fallut des semaines de combats acharnés et les témoignages des commandants les plus respectés pour que Berlin réalise enfin toute la gravité de la situation. La prise de conscience arriva trop tard et elle fut choquante. Le moment de vérité, celui où le haut commandement allemand ne put plus fermer les yeux sur le problème, fut la rencontre personnelle du père des troupes blindées allemandes, le général Heinz Guderian, avec le T-34. Cela se produisit en octobre 1940 et dans la région de Mtsensk pendant la bataille de Moscou. Guderian, commandant du 2 groupe de Panzers, était l'architecte du Blitzkrieg, le théoricien et le praticien de la guerre de blindés moderne. Son autorité était incontestable. Son groupe de Panzers avançait rapidement vers Toula, le verrou sud sur la route de Moscou. Et c'est là, dans les champs près de Metsensk,
qu'ils se heurtèrent à la 4e brigade de chars du colonel Mikhail Katoukov. Katoukov était l'un des rares commandants de chars soviétiques compétents de cette période. Il ne jetait pas ses chars dans des attaques frontales. Il utilisait la tactique des embuscades de chars camouflant habilement ses 34 pour laisser les Allemands s'approcher à portée de tir sûre. Guderian se rendit personnellement sur la ligne de front pour comprendre pourquoi l'offensive de sa célèbre 4e division de Panzer s'était enlisée. Ce qu'il vit le secoua jusqu'au plus profond de son être. De ses propres yeux, il observa comment les 34 soviétiques peints en camouflage d'automne surgissaient d'embuscades, détruisaient ses Panzers à courte distance et disparaissaient tout aussi rapidement. Les chars allemands pris à découvert étaient pour eux des cibles idéales. Leurs obus ricochaient sur le blindage des 34, tandis que les chars soviétiques touchaient avec assurance les machines allemandes. Les pertes étaient terrifiantes. Plus tard dans ses mémoires, Guderian écrira « Je me fis une idée claire de la supériorité écrasante du char russe T-34. » La 4e division de Panzer signala des pertes sérieuses. Pour la première fois, la supériorité des chars russes se manifestait de manière flagrante. L'offensive sur Toula dut être temporairement interrompue. Ce n'était pas une simple reconnaissance, c'était le constat d'une catastrophe. Le créateur même du Blitzkrieg admettait que son arme était obsolète. Il envoya immédiatement un rapport détaillé à Berlin dans lequel il décrivait sans ménagement tous les avantages du 34, son armement puissant, la forme idéale de son blindage, sa mobilité supérieure. Il exigeait de l'industrie allemande qu'elle commence immédiatement la production d'un char similaire, suggérant même de simplement copier le 34 en renonçant à toute sophistication de conception. Le rapport de Guderian eut l'effet d'une bombe. Plus personne ne pouvait parler d'exagération ou de cas isolés. Si Guderian lui-même disait que les choses allaient mal, c'est qu'elles allaient vraiment mal. Le puzzle était complet. Les rapports épars du front, les lettres paniquées des soldats, les comptes rendus des commandants, tout cela recevait maintenant une confirmation au plus haut niveau. Le choc de la rencontre avec le T-34 cessa d'être le problème des soldats dans les tranchées. Il devint le casse-tête de tout le Troisième Reich. Et il fallait de toute urgence trouver un remède à ce mal de tête. Alors quel était le secret de ce char? Pourquoi a-t-il produit un tel effet? Décortiquons-le, mais en termes simples sans jargon technique complexe. Imaginez les 3 qualités principales de n'importe quel char, la protection, le feu et la vitesse. Comme les 3 pieds d'un tabouret. Si l'un est plus court que les autres, le tabouret est instable. Les créateurs du 34 ont réussi à donner à ces 3 pieds une longueur presque identique, créant une machine parfaitement équilibrée. Commençons par la protection. C'était sa caractéristique principale, le blindage. Les ingénieurs ont appliqué ce que l'on appelle une inclinaison rationnelle des plaques de blindage. Imaginez que vous lancez un galet plat sur l'eau. Si vous le lancez à plat, il rebondira sur la surface. Mais si vous le lancez sur la tranche, il coulera immédiatement. C'est la même chose avec un obus. Le blindage vertical des chars allemands était comme l'eau dans laquelle l'obus entre sur la tranche, tandis que le blindage incliné du 34 était comme la surface de l'eau sur laquelle il ricoche. La plaque frontale de la caisse était inclinée à 60 degrés. Cela signifiait qu'un obus devait percer non pas 45 mm d'acier mais bien plus. L'épaisseur effective du blindage était presque doublée, sans que le char ne devienne plus lourd. Génial et simple. Maintenant le feu. Le T-34 était équipé d'un long canon de 7,62 mm. À ce moment-là, en 1940, c'était une pièce d'une puissance incroyable. Elle pouvait percer le blindage de n'importe quel char allemand à une distance d'1 kilomètre voire plus. Les chars allemands, eux, devaient s'approcher de très près à 300 à 400 mètres pour avoir la moindre chance de percer le blindage frontal du 34. Cela donnait aux tankistes soviétiques un avantage énorme, ils pouvaient tirer sur les Allemands depuis une distance de sécurité. Enfin la vitesse, ou plutôt la mobilité. Ici le 34 avait 2 atouts. Le premier était son moteur diesel V2 puissant et fiable. Il donnait au char une vitesse élevée plus de 50 km/h sur route. Le second, tout aussi important, était ses larges chenilles. Les chars allemands avaient des chenilles étroites. Sur les bonnes routes européennes, c'était suffisant. Mais en Russie, avec ses champs infinis, sa boue d'automne, la Rasputitsa et sa neige hivernale profonde, il s'enfonçait et s'embourbait. Le 34, grâce à ses larges chenilles, exerçait une faible pression au sol. Il ne s'enlisait pas dans la boue et ne s'enfonçait pas dans la neige. Il passait là où les Allemands étaient bloqués.
Pour les Allemands, ce phénomène était un désastre. Pour le T-34, c'était son élément naturel. Alors qu'avons-nous au final? Un char presque impossible à percer de face. Un char qui peut vous détruire à grande distance. Et un char qui passera là où vous resterez coincé. Voilà les 3 facteurs simples qui sont à l'origine du choc ressenti par les soldats allemands. Ils ont été confrontés à une machine qui les surpassait sur tous les paramètres clés. Ce n'était pas juste un char. C'était l'instrument parfait pour la guerre sur le front de l'Est. Cependant, ce serait une grave erreur de considérer le 34 comme une arme absolue et invulnérable. Ce n'est pas le cas. Ce char avait une multitude de défauts, et ce sont précisément eux qui l'ont empêché en 1940 d'arrêter à lui seul l'offensive allemande. Si les tankistes allemands avaient connu tous ces points faibles, leur choc aurait été moins violent. Soyons honnêtes, et regardons le 34 d'un œil critique. Le problème le plus grave et le plus fatal était la tourelle biplace. Dans la tourelle se trouvaient 2 hommes, le chargeur et le chef de char. Mais le chef de char était aussi le tireur. Imaginez le volume de son travail en combat. Il devait, à travers son périscope primitif, trouver une cible, donner l'ordre au pilote de se déplacer, commander au chargeur, quel obus charger, puis coller son œil au viseur, pointer le canon tiré, évaluer le résultat du tir, et pendant tout ce temps essayer de garder une vue d'ensemble du champ de bataille. C'est tout simplement physiquement impossible à faire efficacement. Le chef de char allemand ne se consacrait qu'à une seule chose, le commandement. Il disposait d'une coupole spéciale avec une vision à 360 degrés. Il était les yeux et le cerveau du char. Dans le 34, le chef de char était surchargé de travail et presque aveugle. Un deuxième problème énorme était l'absence de radio sur la plupart des chars. Seules les machines des commandants d'unités en étaient équipées. Cela signifiait qu'il était presque impossible de diriger les chars au combat. Ils agissaient comme une meute de loups solitaires et non comme une unité de combat coordonnée. Une compagnie de panzers allemands reliés par radio pouvait instantanément concentrer le feu de toutes ces machines sur une seule cible. Les chars soviétiques tiraient chacun à sa guise. Troisième, défaut, la qualité exécrable des optiques. Les viseurs soviétiques étaient grossiers et primitifs comparés aux magnifiques optiques allemandes de Zeiss. Le tireur allemand voyait la cible clairement et nettement à grande distance. Le soviétique voyait une image floue et indistincte. Cela affectait directement la précision du tir. Quatrièmement, la qualité générale de fabrication et la fiabilité. Les chars étaient assemblés à la hâte. Les pannes étaient fréquentes, surtout au niveau de la boîte de vitesse. On disait qu'il fallait envoyer 2 34 au front, un pour combattre, et le second pour servir de pièce de rechange au premier. Un nombre énorme de chars fut simplement abandonné par leurs équipages en raison de problèmes techniques. Enfin, la faiblesse la plus importante, les équipages. En 1940, c'était pour la plupart des jeunes gens sans expérience formés à la hâte. Ils ne connaissaient pas toutes les capacités de leur machine, et plus important encore, ne connaissaient ni ses points faibles, ni ceux de l'ennemi. Ils fonçaient souvent tête baissée, exposant leurs flancs et leur arrière au tir, là où le blindage était plus mince et vulnérable. Ainsi, comme vous le voyez, le tableau était nuancé. D'un côté, un concept de design génial. De l'autre, une exécution terrible, une incompétence tactique et l'inexpérience des équipages. C'est pourquoi en 1940 les Allemands, même avec leurs chars aux caractéristiques inférieures, sortaient souvent vainqueurs des duels de blindés. Ils l'emportaient non par la qualité de leur matériel, mais par la qualité de leur organisation, de leur communication et de leur formation. Mais le simple fait de l'existence du 34 les a forcés à chercher de nouvelles méthodes de combat. Comment l'armée allemande, confrontée à cette menace inattendue, a-t-elle tenté de s'en sortir sur le champ de bataille? Car de nouveaux chars et canons n'apparaissent pas d'un coup de baguette magique. Il faut des mois, voire des années. Et il faut se battre ici et maintenant. C'est là qu'est apparue l'une des grandes forces de la Wehrmacht, sa flexibilité tactique et sa capacité à improviser. Les soldats sur le front n'ont pas attendu que leurs supérieurs à Berlin trouvent une réponse. Ils ont commencé à la chercher eux-mêmes. Le premier et le plus efficace des tueurs de 34 fut une arme qui n'était pas du tout destinée à cela, le canon anti-aérien de 88 mm, le fameux Hart-Hart. Initialement conçu pour combattre les bombardiers à haute altitude, il avait un effet secondaire. Son obus avait une vitesse initiale énorme et une puissance de pénétration colossale. Déjà en France, les Allemands avaient découvert que cette pièce anti-aérienne fonctionnait à merveille contre les chars.
En Russie, elle devint une véritable bouée de sauvetage. Les équipes du 88 étaient déployées en tir direct et organisaient des embuscades anti-chars. Pour le 34, ce canon était mortellement dangereux. Il perçait son blindage frontal à plus d'1,5 km. Les tankistes soviétiques habitués à leur invulnérabilité commencèrent soudain à subir de lourdes pertes sans même voir qui leur tirait dessus. Les Allemands organisèrent de véritables fronts anti-chars où des pièces de 88 camouflées et des canons anti-chars classiques étaient disposés en quinconce. Les packs 38 de 50 mm qui commençaient à arriver en dotation pouvaient percer le flanc du 34 mais pas son front. La tactique était simple, forcer les chars soviétiques à présenter leur flanc aux canons plus faibles ou les attirer vers les positions des 88. La deuxième réponse fut l'aviation. Les bombardiers en piqué Ju-87 Stuka, avec leurs sirènes hurlantes, semaient la terreur dans l'infanterie. Contre les chars, ils étaient moins efficaces, mais une bombe de 500 kg explosant à proximité d'un 34 pouvait le renverser ou endommager son train de roulement. Un coup au but, évidemment, ne laissait aucune chance aux chars. Les pilotes de la Luftwaffe devinrent de véritables chasseurs de chars. La troisième méthode était l'action de l'infanterie. Les fantassins allemands apprirent à combattre le 34 en combat rapproché. Ils le laissaient s'approcher, puis l'attaquaient depuis les angles morts non couverts par le canon et les mitrailleuses. Ils utilisaient des mines magnétiques qu'ils collaient au blindage des bouteilles incendiaires, le cocktail Molotov ironiquement inventé par les Finlandais dans leur guerre contre l'URSS, des paquets de grenades. C'était un combat désespéré, mortellement dangereux, mais qui portait souvent ses fruits. Toutes ces mesures étaient des improvisations, des réponses forcées. Elles permettaient de contenir la pression des 34, mais ne résolvaient pas le problème de fond. L'armée allemande avait désespérément besoin d'un nouveau char et d'un nouveau canon anti-char. Et pendant que les ingénieurs en Allemagne travaillaient fiévreusement sur les plans, les soldats sur le front de l'Est devaient payer de leur sang les erreurs du renseignement et l'excès de confiance du commandement. Automne 1941. Le blitzkrieg allemand commence à s'essouffler. Les victoires éclatantes de l'été ont laissé place à des combats lourds et visqueux. Les routes se sont transformées en une mer de boue à cause de la Rasputissa d'automne. Le matériel commence à tomber en panne. Les soldats sont fatigués, mais l'objectif principal, Moscou, est proche. Le commandement allemand rassemble toutes ses forces pour une dernière opération décisive, nom de code Typhon. L'objectif, prendre la capitale soviétique avant l'arrivée de l'hiver. Et c'est là, aux abords de Moscou, que le T-34 va jouer l'un de ses rôles clés. À ce moment, l'industrie soviétique évacuée dans l'Oural commence à monter en puissance. Des chaînes de montage des usines de l'Oural sortent toujours plus de nouveaux chars. Ils ne sont pas encore aussi nombreux qu'on le souhaiterait, mais ils sont là, et on les jette sur les secteurs les plus dangereux du front pour colmater les brèches de la défense. C'est dans ces combats que le T-34 démontre pleinement son principal avantage sur le matériel allemand, sa mobilité. Les chars allemands, avec leurs chenilles étroites, s'enlisent dans la boue, patinets ne peuvent quitter les routes. Les colonnes de blindés s'étirent sur des dizaines de kilomètres. Le ravitaillement est quasiment à l'arrêt. Le T-34, avec ses larges chenilles, avance avec assurance à travers les champs détrempés, frappant là où les Allemands ne l'attendent pas. Il peut mener des raids profonds sur leurs arrières, attaquer les états-majors et les dépôts de ravitaillement. C'est une véritable guérilla menée avec des chars. L'un des exemples les plus frappants est l'action de la déjà mentionnée 4e brigade de chars de Katoukov près de Mtsansk. Ils utilisent une tactique de frappe et repli infligeant des coups douloureux aux Allemands et les empêchant d'avancer. Chaque jour gagné vaut de l'or. Il permet de faire venir des réserves, de construire de nouvelles fortifications. Quand les premières gelées arrivent, les généraux allemands poussent un soupir de soulagement. Le sol a durci et leurs chars peuvent à nouveau se déplacer. Mais un nouveau malheur s'abat sur eux, l'hiver russe. La température chute à négatif 30 négatif 40 degrés. Le matériel allemand conçu pour les hivers européens commence à lâcher. Le lubrifiant gèle, les moteurs ne démarrent pas. Le moteur diesel du 34 se révèle moins capricieux face au gel. Les tankistes soviétiques ont appris à le maintenir en état de marche même dans le froid le plus intense. En décembre 1940, et alors que les troupes allemandes épuisées et gelées sont aux portes même de Moscou, l'Union soviétique lance une contre-attaque. Et la principale force de frappe de cette contre-attaque est constituée de fraîches divisions sibériennes et de brigades de chars équipées de 34. Pour les Allemands persuadés que l'armée rouge est complètement exsangue, l'apparition de ces réserves est un véritable choc. Les 34 peints en camouflage blanc d'hiver
deviennent le symbole de cette contre-offensive. Ils repoussent devant eux la fameuse armée allemande qui, pour la première fois de toute la Seconde Guerre mondiale, subit une défaite stratégique majeure. Le Blitzkrieg a échoué, et ce char simple, anguleux mais si efficace, a joué un rôle non négligeable dans cet échec. Le rapport du général Guderian et la catastrophe de Moscou ont dessoulé la direction allemande. L'euphorie des premiers mois de la guerre a laissé place à une prise de conscience sobre et sombre. La guerre à l'Est sera longue, sanglante et exigera une approche complètement différente. Le problème du 34 devait être résolu immédiatement et radicalement. En novembre 1940, une commission spéciale baptisée Panzerkommission est envoyée sur le front de l'Est. Elle comprend les principaux concepteurs de chars allemands dont Ferdinand Porsche, des représentants des géants industriels et des officiers de la direction de l'armement. Leur mission est simple: étudier le char soviétique directement sur le champ de bataille, interroger les tankistes allemands, capturer quelques exemplaires en état de marche et sur la base de cette analyse formuler des recommandations pour l'industrie allemande. La commission travaille directement sur la ligne de front au sein du Groupe de Panzers de Guderian. Les ingénieurs allemands habitués à leurs machines complexes et technologiquement avancées sont stupéfaits par ce qu'ils découvrent. Le 34 leur paraît grossier et primitif, presque assemblé de manière artisanale. Les soudures sont inégales, la finition des pièces est négligée. Mais derrière cette simplicité apparente se cache une pensée conceptuelle de génie. Ils apprécient à leur juste valeur le blindage incliné, le canon puissant, le moteur diesel et les larges chenilles. C'était un char parfaitement adapté à la production de masse en temps de guerre et à l'exploitation dans les conditions difficiles du front de l'Est. De retour en Allemagne, la commission présente son rapport. Les avis sont partagés. Certains, y compris Guderian lui-même, insistent sur la solution la plus simple et la plus rapide: il faut simplement copier le 34. Oublier la fierté de l'ingénierie allemande et commencer à produire une copie exacte du char soviétique. Cela permettrait de donner à l'armée une arme équivalente dans les plus brefs délais. Cependant, la majorité des ingénieurs et des industriels s'y opposent catégoriquement. Premièrement, c'était un coup porté au prestige. Comment la grande nation germanique allait copier le char des sous-hommes? Deuxièmement, il y avait des raisons techniques objectives. Par exemple, le moteur diesel V2 était en aluminium, et l'aluminium était une matière première stratégique en Allemagne, nécessaire à l'aviation. Le copier était problématique. Finalement, une décision de compromis, mais qui s'avéra lourde de conséquences est prise. Nous ne copierons pas le T-34. Nous créerons notre propre réponse allemande. Nous prendrons les meilleures idées du char soviétique. Blindage incliné, canon long et puissant, large chenille. Mais nous les mettrons en œuvre à notre niveau technologique allemand, avec notre qualité, nos optiques, notre ergonomie. C'est ainsi que naquit le cahier des charges pour la création de 2 nouveaux chars qui allaient devenir les machines les plus célèbres, mais aussi les plus controversées de la Panzerwaffe. Il s'agissait du char moyen Panther et du char lourd Tiger. Le choc du 34 avait mis en branle la machine de l'ingénierie allemande. Une course aux armements commençait qui atteindrait son apogée dans les champs de Koursk. Le projet, qui devait être la réponse directe au T-34, reçut le nom de code VK 30,02. 2 entreprises, Daimler-Benz et MAN, se lancèrent dans son développement. Le projet de Daimler-Benz était presque une copie conforme du 34. Il avait la même silhouette, la même disposition du moteur et de la transmission à l'arrière. C'était la voie pragmatique et rapide. Cependant, la direction de l'armement, sous la pression des partisans de la voie allemande, choisit le projet de MAN. Il était plus complexe, plus technologique, mais considéré comme plus perfectionné. C'est ainsi que vit le jour le char que beaucoup considèrent comme le meilleur char moyen de la Seconde Guerre mondiale, le Panzerkampfwagen 5 ou Panther. Qu'est-ce que le Panther a hérité de son parrain, le T-34? En premier lieu, bien sûr, le blindage incliné. Ses plaques frontales étaient disposées à des angles importants, ce qui assurait une excellente résistance aux projectiles. En termes de protection frontale, le Panther surpassait même le char lourd Tiger. Deuxièmement, un canon long. Le Panther fut équipé d'un magnifique canon de 75 mm d'une longueur de 70 calibres. Cette pièce pouvait percer le blindage frontal du 34 à plus de 2 km. Pour la première fois, les tankistes allemands avaient la possibilité de tirer sur les chars soviétiques en toute impunité, en restant hors de portée de leur riposte.
Troisièmement, de larges chenilles et une suspension améliorée avec des galets de roulement imbriqués. Cela donnait au Panther une excellente mobilité et une grande souplesse de mouvement. Mais pour tout le reste, c'était un char typiquement allemand complexe, technologique et très cher à produire. Si le 34 était un char de soldats simple et réparable sur le terrain, le Panther était une machine pour des spécialistes hautement qualifiés. Son moteur, sa transmission, son train de roulement, tout cela exigeait un entretien méticuleux et des réparations complexes. Les premiers Panthers étaient très verts. Ils souffraient de nombreuses maladies de jeunesse. Les moteurs surchauffaient et prenaient feu. La transmission lâchait après quelques centaines de kilomètres. Lors de son baptême du feu à la bataille de Koursk en 1943, la majorité des Panthers furent mis hors de combat non pas par le feu ennemi, mais à cause de pannes techniques. Cependant, les Allemands améliorèrent obstinément la machine. Et en 1944, le Panther était devenu un prédateur redoutable et mortel. Il devint le véritable cauchemar des tankistes soviétiques, américains et britanniques. Mais il garda toujours un talon d'Achille, sa complexité et son coût élevé. Pendant que les Allemands assemblaient un Panther, les usines soviétiques produisaient 5, voire 10 34. Ainsi, le Panther était la réponse tactique parfaite au 34, mais sur le plan stratégique, il était perdant. Il était trop bon, trop complexe, et il y en avait trop peu pour gagner une guerre d'usure. Parallèlement au développement du Panther, un autre projet était en cours. Si le Panther était la réponse au 34 dans la catégorie des chars moyens, le second projet était une tentative de créer l'arme absolue. Un char monstre qui devait qualitativement surpasser tout ce qui existait sur les champs de bataille. C'était une réaction non seulement au T-34 mais aussi aux chars lourds soviétiques KV. C'est ainsi que naquit le Panzerkampfwagen 6, le Tiger. La philosophie du Tiger était diamétralement opposée à celle du T-34. Le char soviétique était l'incarnation de l'équilibre. Le Tiger, lui, était l'incarnation de la force brute, au mépris de l'équilibre. Ses créateurs ne se sont pas embarrassés avec le blindage incliné. Ils l'ont simplement rendu très épais, 100 mm à l'avant, 80 mm sur les flancs. C'était une véritable forteresse mobile. En 1942 et début 1943, il n'existait aucun canon de char au monde capable de percer le blindage frontal du Tiger à une distance de combat normale. L'équipage à l'intérieur du Tiger se sentait en parfaite sécurité. Mais l'atout majeur du Tiger était son canon. C'était la version pour char de ce même légendaire canon anti-aérien de 88 mm. Cette pièce dotée d'une balistique magnifique et d'obus surpuissants pouvait détruire n'importe quel char ennemi à une distance de 2 km et plus. Elle transperçait le T-34 de part en part à n'importe quelle distance, sous n'importe quel angle. L'apparition du Tiger sur le front fin 1942 produisit sur les soldats soviétiques un effet de choc similaire à celui que le 34 avait produit sur les Allemands. Des légendes circulaient sur ces invulnérables monstres allemands. Un seul Tiger pouvait contenir l'offensive de tout un bataillon de chars. On le craignait, on organisait de véritables chasses pour le détruire. Mais le Tiger était la quintessence de l'approche allemande en matière de construction de chars, avec tous ses avantages et ses inconvénients. Il était incroyablement puissant mais aussi monstrueusement complexe, cher et peu fiable. Il pesait 57 tonnes. Son moteur Maybach fonctionnait à la limite de ses capacités et consommait une quantité énorme d'essence. Sa transmission tombait constamment en panne. Le Tiger était plutôt une arme tactique, une équipe de pompiers que l'on jetait sur les secteurs les plus dangereux pour liquider les percées. Au total, un peu plus de 1300 Tigers furent produits. Dans le même temps, plus de 80 000 tonnes 34 furent construits. Le Tiger était un chef-d'œuvre d'ingénierie, mais c'était l'arme d'un pays riche menant une guerre courte. Or, l'Allemagne n'était plus si riche, et la guerre à l'Est s'était transformée en une guerre d'usure totale. Le Tiger, comme le Panther, était l'enfant du choc de 1941. Les Allemands, effrayés par la simplicité et l'efficacité du 34, se sont jetés dans l'extrême opposé, la gigantomanie et la complexification excessive. Ils ont créé de magnifiques machines de combat qui gagnaient des batailles tactiques, mais qui ont finalement perdu la guerre stratégique contre le char soviétique simple, massif et efficace. Et que se passait-il de l'autre côté du front en Union soviétique pendant ce temps? Pendant que les Allemands se remettaient du choc et concevaient leurs félins, l'industrie soviétique accomplissait un exploit sans précédent dans l'histoire. Durant l'été et l'automne 1940, et un sous les bombes dans le chaos et la retraite,
eut lieu la plus grande évacuation d'entreprises industrielles au monde. Des centaines d'usines de l'ouest du pays furent démontées chargées sur des plateformes ferroviaires et envoyées à des milliers de kilomètres à l'est dans l'Oural, en Sibérie, en Asie centrale. Parmi elles, le principal producteur de thé, 34 litres usine Nenebressan 83 de Kharkov. L'équipement était souvent déchargé en plein champ à ciel ouvert. Dans les froids mordants de l'Oural, les gens, des femmes, des vieillards, des adolescents, construisaient de nouveaux ateliers tout en commençant simultanément à assembler des chars. Cet immense conglomérat industriel de l'Oural fut surnommé Tankograd, la cité des chars. C'est là que se déploya la production de masse du T-34. Mais ce n'était plus la production d'avant-guerre. La guerre exigeait simplicité et rapidité. La conception du char fut constamment simplifiée pour le rendre moins cher et plus facile à produire. On renonça à tout ce qui était secondaire. Si une pièce pouvait être simplement coulée au lieu d'être usinée, on la coulait. Si une soudure pouvait être faite plus grossièrement mais plus rapidement, on la faisait plus grossièrement. La qualité des chars, surtout fin 1940 et en 1942, chuta brutalement. Mais c'était un sacrifice conscient. Le pays avait besoin de chars, beaucoup de chars à n'importe quel prix. On attribue à Staline cette célèbre phrase « La quantité a une qualité qui lui est propre », et la production du 34 devint l'incarnation la plus éclatante de ce principe. Les usines soviétiques fonctionnaient sur le principe de la chaîne de montage empruntée à Henry Ford. Chaque ouvrier effectuait une seule opération simple. Cela permettait d'employer une main-d'œuvre peu qualifiée. Les gens travaillaient 12 à 14 heures par jour sans jour de repos, vivant souvent dans les ateliers mêmes. C'était un véritable front du travail. En conséquence, malgré la perte d'immenses territoires, l'Union soviétique, dès 1942, produisait plus de chars que toute l'Allemagne hitlérienne et ses satellites réunis. Et la base de cette production était précisément le T-34. Il était assez simple pour être assemblé par les écoliers de la veille et assez efficace pour gagner sur le champ de bataille. Ce fut le triomphe de l'économie planifiée soviétique et de l'abnégation du peuple. Pendant que les ingénieurs allemands dessinaient les schémas complexes de leurs Panthers et Tigers, exigeant des centaines de milliers d'heures hommes de production des portes de Tankograd, sortait chaque jour une compagnie entière de 34 simples fiables et mortels. C'est dans ce duel industriel que se jouait le destin de la guerre. La guerre ne restait pas immobile. C'était un dialogue constant entre le feu et le blindage. Dès qu'un camp créait un blindage plus résistant, l'autre créait immédiatement un canon plus puissant, capable de le percer. Et le T-34 ne fit pas exception à cette règle. Au milieu de l'année 1942, les Allemands avaient trouvé la parade. Non seulement ils avaient commencé à utiliser leurs canons antiaériens de 88 mm, mais ils avaient aussi modernisé leur principal char moyen, le Panzer IV. On y installa un nouveau canon long de 75 mm. Cette version du char reçut l'indice Ausführung F2 puis G. Et cela changea tout. Le nouveau Panzer IV à canon long pouvait percer avec assurance le blindage frontal du 34 à 1 km de distance. Le char soviétique, pour percer le front du nouvel allemand, devait s'approcher à 500 à 600 mètres. L'avantage qu'avait le 34 en 1941 secondes était évaporé. Ils étaient désormais des adversaires à peu près égaux. Le char allemand était toujours supérieur en termes de qualité d'optique de communication et de confort pour l'équipage. Le soviétique en termes de mobilité et de simplicité. Une nouvelle étape de la confrontation des blindés commençait. L'ère des victoires faciles pour le T-34 était terminée. Désormais, l'issue du combat dépendait de la maîtrise des équipages, de la compétence tactique des commandants et bien sûr de la supériorité numérique. Les tankistes soviétiques avaient appris à se battre. Ils ne se jetaient plus dans des attaques frontales. Ils utilisaient le relief du terrain manœuvré, essayaient de prendre l'ennemi de flanc. Ils savaient que leur char était plus rapide et plus maniable que le Panzer IV et tentaient d'utiliser cet avantage. Mais les Allemands n'étaient pas en reste. Ils étaient des maîtres de la tactique. Souvent, un équipage allemand expérimenté sur son Panzer IV pouvait détruire plusieurs T-34 avant d'être repéré et anéanti. Les combats devinrent plus acharnés et sanglants. Les pertes des deux côtés augmentèrent considérablement. La modernisation du Panzer IV fut une décision intelligente et opportune du commandement allemand. Au lieu d'attendre l'arrivée des nouveaux Panthers et Tigers pas encore prêts, ils renforcèrent au maximum une machine existante et bien maîtrisée en production.
Le Panzer IV devint le véritable cheval de bataille de la Panzerwaffe et le resta jusqu'à la fin de la guerre. Il était fiable, relativement simple et efficace. C'est à lui et non aux médiatiques Tigers et Panthers que les tankistes soviétiques avaient le plus souvent affaire. L'affrontement entre le 34 et le Panzer IV devint le leitmotiv de toute la guerre sur le front de l'Est. C'était le duel de deux philosophies, de deux approches de la construction de chars. Et dans ce duel, au final, ce n'est pas celui qui était le plus technologique qui a gagné, mais celui qui était le plus nombreux. Été 1943, l'Arc de Koursk. Ce lieu est devenu le symbole de la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'humanité. C'est là que le commandement allemand a tenté une dernière fois de reprendre l'initiative stratégique sur le front de l'Est. Ils ont rassemblé toutes leurs meilleures forces, y compris leurs chars les plus récents, les Tigers et les Panthers, ainsi que des centaines de Panzers IV modernisés. Ils espéraient percer la défense soviétique, encercler et détruire les troupes soviétiques dans le saillant de Koursk. Le commandement soviétique, grâce à ses services de renseignement, était au courant des plans allemands et avait préparé une défense en profondeur. Des centaines de kilomètres de tranchées furent creusées, des centaines de milliers de mines posées, et la force principale qui devait accueillir le point d'acier allemand était constituée d'armées de chars. Et la base de ces armées était toujours le 34. Ce qui s'est passé à Koursk fut une véritable boucherie. Les chars lourds allemands, en particulier les Tigers, firent la démonstration de leur puissance monstrueuse. Leur épais blindage frontal était impénétrable pour les canons des 34, tandis que leurs canons de 88 mm cassaient les 34 comme des noix à de très longues distances. Les tankistes soviétiques durent agir à la limite du sacrifice. Leur tactique était simple et brutale, s'approcher d'un Tiger à la distance la plus courte possible, en exposant 2 ou 3 de leurs machines à son feu, pour que la 4e puisse le prendre de flanc ou par l'arrière, tirer sur un point vulnérable. C'était une tactique d'éperonnage de chars, une tactique de pertes énormes. Dans la célèbre bataille de Prokhorovka, le champ de bataille était littéralement jonché de centaines de chars calcinés. La terre brûlait, le métal fondait. Dans cet enfer, les équipages de 34 faisaient leur travail. Oui, ils subissaient des pertes effroyables. Le ratio des pertes était souvent de 3 voire 5 contre 1 en faveur des Allemands. Mais le commandement soviétique avait quelque chose que les Allemands n'avaient plus, des réserves. Pour chaque 34 détruit, un nouveau sortait des usines de l'Oural. Mais pour chaque Tiger ou Panther détruit, personne ne venait le remplacer. Leur production était trop lente et complexe. La bataille de Koursk a montré que la supériorité qualitative du matériel allemand ne pouvait plus compenser la supériorité numérique écrasante de l'armée rouge. L'offensive allemande s'est noyée dans le sang. Ils ont perdu leurs meilleures unités de blindés qu'ils ne purent jamais reconstituer. La bataille de Koursk fut le tournant de la guerre. Et ce tournant fut atteint en grande partie grâce au nombre et au sacrifice des équipages de 34. Ils ont payé un prix terrible, mais ils ont arrêté l'ennemi. Après Koursk, il devint clair pour tout le monde que la guerre refluait vers l'ouest. Et elle refluait sur les chenilles de ce même T-34, simple et fiable. La bataille de l'Arc de Koursk fut pour le commandement soviétique non seulement une grande victoire, mais aussi une douche froide. Elle a montré de manière flagrante que l'armement du 34, son canon de 66 mm, ne répondait plus aux exigences du moment. Il était impuissant face au blindage frontal des nouveaux chars allemands, le Tiger et le Panther. Une réponse urgente et adéquate était nécessaire, et cette réponse fut trouvée. Avant même le début de la bataille de Koursk, les ingénieurs soviétiques avaient commencé à travailler sur la modernisation du 34. La tâche principale était d'y installer un canon plus puissant. Le choix se porta sur le canon anti-aérien de 85 mm modèle 1939. C'était une excellente pièce avec une bonne balistique capable de combattre les nouvelles bêtes allemandes. Cependant, il était impossible de simplement prendre et d'installer un nouveau canon plus gros dans l'ancienne tourelle biplace exiguë du 34. Il fallait une nouvelle tourelle. Les ingénieurs développèrent une nouvelle tourelle triplace plus spacieuse. Elle abritait désormais le chef de char, le tireur et le chargeur. C'était un changement révolutionnaire. Le chef de char était enfin libéré des tâches du tireur et pouvait se concentrer sur la conduite du combat. Il disposait d'une coupole de commandement améliorant sa vision. Le tireur ne s'occupait plus que de son travail, le tir de précision. Cela augmenta considérablement l'efficacité du char au combat. La nouvelle machine reçut l'indice T-3485. C'était en substance un nouveau char.
Il conservait toutes les meilleures qualités de son prédécesseur, la même mobilité excellente, la simplicité et la fiabilité, mais recevait en plus un armement bien plus puissant et devenait incomparablement plus confortable pour l'équipage. Le T-3485 pouvait se battre d'égal à égal avec les Panthers allemands et même avec les Tigers, surtout en combat rapproché en les prenant de flanc. Son canon de 4,25 mm perçait le blindage frontal du Panther à environ 1 km et le flanc du Tiger à 1,5 km. La production de la nouvelle machine commença fin 1943 et dès le printemps 1944, les premiers T-3485 apparurent sur le front. Ils devinrent le principal char soviétique de la phase finale de la guerre. C'est sur ces machines que les tankistes soviétiques libérèrent l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne. Ce sont elles qui prirent d'assaut Berlin. Le T-3485 devint le sommet de l'évolution du char moyen de la Seconde Guerre mondiale. Il combinait idéalement puissance de feu, protection, mobilité et production de masse. Il devint le véritable char de la victoire. Si le T-34 modèle 1940 fut un choc pour les Allemands, le T-3485 fut l'instrument qui brisa définitivement l'échine de la Panzerwaffe. Comment la perception du 34 par les soldats allemands a-t-elle changé vers la fin de la guerre, si en 1940 c'était le choc, l'horreur et l'incompréhension en 1944 à 45. Ces émotions furent remplacées par autre chose. C'était un respect sombre, là, mais professionnel. Le tankiste allemand vétéran qui avait traversé tout le front de l'Est n'avait plus peur du 34 comme au début de la guerre. Il le connaissait. Il l'avait étudié sous toutes ses coutures. Il connaissait tous ses points forts et ses points faibles. Il savait que le 34 avait de mauvaises optiques et que son Zeiss allemand lui permettait de le voir plus tôt. Il savait que le char soviétique avait souvent un équipage inexpérimenté qu'il pouvait déjouer tactiquement. Il savait où viser pour le mettre hors de combat d'un seul coup. Dans les mémoires des as des blindés allemands comme Otto Carius ou Michael Wittmann qui combattaient sur des Tigers, on retrouve souvent des évaluations similaires. Il ne parlait jamais du 34 avec mépris. Il reconnaissait ses excellentes qualités de combat, en particulier sa mobilité. Mais il notait aussi ses points vulnérables et la faible qualité de la formation des équipages soviétiques, du moins dans la première moitié de la guerre. Pour eux, le combat contre un 34 était devenu un travail difficile, dangereux, mais compréhensible. Ils savaient que de leur côté, ils avaient de meilleures optiques, de meilleures radios et souvent un meilleur armement. Du côté de l'ennemi, la supériorité numérique et une bonne mobilité. C'était un duel de maîtrise contre la masse. Le vétéran allemand comprenait que détruire voire 5 T-34, ce n'était pas encore la victoire, car derrière eux venait toujours le 6e, le 7e, le 10e. C'était une avalanche d'acier sans fin impossible à arrêter. Le sentiment de choc initial avait laissé place à un sentiment de désespoir. Il pouvait gagner des batailles individuelles, accomplir des exploits, mais il comprenait qu'il perdait la guerre. Il voyait comment chaque année les tankistes soviétiques se battaient de mieux en mieux. Comment les anciens 34 étaient remplacés par de nouveaux avec des canons de 4,25 mm. L'ennemi apprenait et apprenait vite. Ainsi, vers la fin de la guerre, le T-34, aux yeux du soldat allemand, était passé du statut d'arme miracle mythique à celui d'ennemi redoutable, nombreux et respecté. Un ennemi qu'on pouvait vaincre dans une bataille, mais qu'il était impossible de vaincre dans la guerre. C'était une reconnaissance acquise dans la douleur de milliers de duels de chars sur les plaines infinies du front de l'Est. Quel héritage le 34 a-t-il laissé? Comment a-t-il changé le monde de la construction de chars et le concept même de la guerre blindée? Son influence s'est avérée énorme et durable. En substance, il a défini la direction du développement des chars pour les décennies à venir. Premièrement, et c'est le plus important, le blindage incliné. Avant l'apparition du 34, la plupart des chars du monde avaient un blindage vertical. Après que le monde entier eut vu l'effet produit par la simple disposition des plaques de blindage en angle, c'est devenu la norme. Regardez n'importe quel char de l'après-guerre, que ce soit le 54 soviétique, le Patton américain ou le Centurion britannique, ils ont tous un blindage incliné. Le 34 a prouvé la simplicité géniale et l'efficacité de cette solution. Deuxièmement, le concept du char unique et universel, ou comme on l'appellera plus tard, le char de combat principal. Avant la guerre, les armées du monde faisaient une distinction claire entre les chars légers pour la reconnaissance, les chars moyens pour la percée, et les chars lourds pour enfoncer les défenses.
Le 34 a brisé ce système. Il était assez rapide pour la reconnaissance et la manœuvre assez puissamment armée et protégée pour la percée et le combat contre d'autres chars. Il pouvait accomplir presque toutes les tâches sur le champ de bataille. Après la guerre, la plupart des pays ont abandonné les machines de type varié pour se concentrer sur la création d'un seul char universel, combinant les meilleures qualités de toutes les classes. Le 34 fut en substance le premier char de combat principal au monde. Troisièmement, l'équilibre entre la qualité et la quantité. Le T-34 a montré que dans une guerre d'usure totale, l'important n'est pas de créer un char parfait mais complexe et cher, mais d'organiser la production de masse d'une machine suffisamment bonne, simple, fiable. Sa conception était subordonnée à un seul objectif, une fabricabilité maximale et une simplicité de production. Cette leçon a été bien apprise surtout en Union soviétique, où le principe simplicité-fiabilité-masse est devenu la base de la construction de chars pour de nombreuses années. Les chars soviétiques d'après-guerre comme le T-54, le T-62, le T-72 sont les héritiers directs de la philosophie du 34. Même extérieurement, on devine en eux ses contours familiers trapus et prédateurs. Ainsi, le T-34 Newton n'est pas simplement un des chars de la Seconde Guerre mondiale, c'est un char évolution. Il a clos une ère de la construction de chars et en a ouvert une autre. Son influence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela a commencé avec ce choc ressenti par des tankistes allemands trop sûrs d'eux dans le lointain, et chaud était 1941. En conclusion, on peut dire que l'histoire du T-34 Newton est pas seulement l'histoire d'un morceau de ferraille sur des chenilles. C'est l'histoire dramatique de la façon dont une machine a pu changer le cours de la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. C'est une histoire de sous-estimation et de ses conséquences. Le commandement allemand, aveuglé par ses victoires faciles en Europe et par l'idéologie raciale, ne pouvait tout simplement pas croire qu'un pays qu'il considérait comme arriéré était capable de créer quelque chose de semblable. Ils se préparaient à une guerre du passé et ils ont été confrontés à une arme du futur. Et ce choc de la confrontation avec la réalité fut pour eux le début de la fin. Le T-34 Newton n'était pas un char parfait. Il avait une multitude de défauts. Il était exigu, aveugle, tombait souvent en panne. Mais il avait l'essentiel, un concept de design de génie répondant parfaitement aux conditions de cette guerre et de ce pays pour lequel il avait été créé. Il est devenu l'arme parfaite pour le front de l'Est. C'est aussi l'histoire de l'affrontement de deux écoles d'ingénierie et de deux systèmes économiques. D'un côté, l'allemande axée sur la perfection technologique, la qualité et la complexité dont les produits furent les magnifiques mais peu nombreux Tigers et Panthers. De l'autre, la soviétique soumise au principe de masse, de simplicité et d'unification. Son principal produit fut le 34. Et dans une guerre totale d'usure, le second système s'est avéré plus viable. Mais le plus important, c'est l'histoire des hommes. Des ingénieurs comme Mikhail Kochkin, qui dans des conditions inhumaines et au péril de leur vie, ont pu créer ce miracle. Des ouvriers à l'arrière qui, debout devant leur machine, les pieds dans la neige, ont fourni cette arme au front. Et bien sûr de ces jeunes de 10 à 8 ans qui sont montés dans ces machines exiguës et bruyantes, qui ont brûlé à l'intérieur, mais qui ont avancé et ont gagné. Le 34 est devenu pour eux plus qu'une simple arme. Il est devenu un symbole d'espoir, le symbole que l'ennemi pouvait être battu. Il est devenu un symbole de résilience, et finalement un symbole de la victoire. Des monuments à ce char se dressent dans toute l'Europe, et ce ne sont pas seulement des monuments à une machine. Ce sont des monuments à une époque, à une génération, et à cet incroyable effort qui a permis de renverser le cours de l'histoire. Tout a commencé avec la stupéfaction d'un artilleur allemand dont l'obus a ricoché impuissant sur un blindage incliné, et s'est terminé avec le drapeau rouge hissé sur le Reichstag, où les vainqueurs ont été amenés par les chenilles de ce même char devenu une légende, le 34. L'histoire du 34 est un puissant rappel que l'arrogance technologique est souvent le prélude à la défaite. Quelle autre arme, selon vous, a changé le cours de l'histoire de manière aussi spectaculaire? Partagez vos pensées dans les commentaires.